Une voix brisée. Un homme à la vitre baissée d'une limousine. En fuite, qui pleure devant son plus proche conseiller. Mbanda, sais-tu que même Nzimbi m'a abandonné et m'a trahi? Cette phrase, Mobutu Sese Seko l'a prononcée le 18 mai 1997. À quelques heures de perdre son pays, elle n'est pas sortie de nulle part. Elle vient d'un homme qui portait son sang. Étienne Nzimbi n'était pas un général parmi d'autres, c'était son cousin, le fils d'une cousine paternelle. Un homme de la même chair, placé à la tête de la garde la plus redoutée d'Afrique centrale. 10 000 hommes formés par Israël, payés avant tout le monde, au-dessus des lois. Et cet homme-là a positionné des missiles sous air sur la trajectoire de l'avion de son propre cousin. Ce n'est pas une rumeur des diasporas. C'est dans les mémoires des officiers qui étaient là. Et ce n'est même pas la pire partie de l'histoire, parce qu'avant d'essayer de les tuer, Nzimbi avait déjà passé 20 ans à les piller, à l'isoler et à détruire de l'intérieur l'armée censée les protéger. Décembre 1944, Libenge, Congo belge, naît un garçon nommé Étienne Nzimbi Mbale Congo Ambassa. Sa mère, Ngawali, est cousine du père de Mobutu. Même sang, même lignée Mbandi. Ces détails généalogiques, beaucoup l'ignorent, mais c'est lui qui explique tout, parce qu'au Zaïre de Mobutu, les sangs ouvraient toutes les portes. Et Nzimbi, lui, allait franchir toutes les portes que les sangs lui ouvraient, jusqu'à celle de la trahison ultime. Ici, pas de mise en scène, pas de sensationnalisme, seulement des témoins directs, des officiers qui étaient physiquement présents lors des derniers jours de mai 1997 et des archives croisées, rapports de l'ONU, dossiers américains déclassifiés, enquêtes de Jeune Afrique et les récits d'Honoré Mbanda, conseiller spécial de Mobutu pour la sécurité. Voici les faits, vous concluez. Nzimbi entre dans l'armée en 1962. Formé par des instructeurs israéliens, il gravit les échelons à une vitesse qu'aucun mérite seul n'explique à la fin des années 1970. Il prend la tête de la brigade spéciale présidentielle. En 1985, cette brigade devient la division spéciale présidentielle, la DSP. Un rapport des Nations Unies de 1994 la décrit sans détour, la force la plus redoutée du pays. Entre 6 000 et 10 000 hommes, la mieux payée, la seule payée à temps, recrutée presque exclusivement dans l'ethnie des Mobutu, responsable, selon ce même rapport, des pires violations des droits humains du régime. À sa tête, son cousin, un homme dont la nomination, selon les observateurs de l'époque, tenait davantage du lien des sangs que de la compétence militaire. C'est là que l'histoire bascule, de la promotion familiale à la prédation systématique. Les pillages de l'État. Au milieu des années 1990, Mobutu fait imprimer jusqu'à 3 fois les mêmes billets des banques. Les 2/3 de cette masse monétaire frauduleuse partent directement dans sa cassette personnelle. L'opération est orchestrée, selon un rapport de l'organisation Survie, par un homme d'affaires libanais et 2 généraux, Baramoto et Nzimbi. Résultat, une inflation de 8000%. Les peuples paient, Nzimbi s'enrichit. Un autre détail glaçant, dans son exil tropical des Badolites, Mobutu ne percevait plus
Kinshasa qu'à travers les rapports filtrés par Nzimbi et 2 autres hommes de confiance. Les 4 nommés à des postes élevés savaient à qui ils devaient réellement obéissance, pas au président, à ses généraux. Pendant que la DSP d'Nzimbi nageait dans les privilèges, les forces armées zaïroises régulières étaient laissées impayées, humiliées. Un général qui a connu cette période a résumé la situation d'une phrase. À côté d'Nzimbi, Baramoto et leur père, dont la fortune grossissait à vue d'œil, les officiers loyaux et compétents faisaient figure des pauvres. En janvier 1993, la DSP d'Nzimbi pille Kinshasa elle-même. Le général Maélé, chef d'état-major, réplique sans attendre, à la tête de ses commandos. Il écrase la mutinerie à coups de grenades. La DSP ne lui pardonnera jamais ces gestes, Nzimbi non plus. Quelques semaines plus tard, quand Maélé ose proclamer publiquement que l'armée appartient à la nation et non à un clan, il est limogé en 3 jours. Cette rivalité entre Maélé et Nzimbi n'est pas un détail. C'est la mèche qui va exploser en mai 1997. À la mi-mai 1997, dans une réunion nocturne réunissant uniquement les généraux Mbandi, Nzimbi, son adjoint Uezago et d'autres, un homme est inscrit en tête d'une liste des traîtres à éliminer. Celui de Maélé, l'homme qui avait osé dire que l'armée n'appartenait à personne. Et puis vient le 16 mai 1997. Mobutu s'apprête à fuir Kinshasa pour Badolit quelques minutes avant l'embarquement. Un officier de sécurité s'approche du colonel Motoko, chef de la garde rapprochée, et lui glisse une information vertigineuse. Le commandant de la DSP a positionné une jeep équipée de missiles solaires à la ferme des Lokali sur la trajectoire de vol de l'avion présidentiel. Les plans, abattre l'avion au décollage et maquiller l'attentat en attaque des rebelles de l'AFDL. Les pilotes, alertés, dévient sa trajectoire au dernier moment. L'avion décolle, Mobutu survit. Et Nzimbi, il ne rentre jamais au camp Tchatchi. Ses valises étaient déjà prêtes. Il traverse le fleuve Congo et disparaît à Brazzaville. Pendant 2 jours, Mobutu cherche son cousin au téléphone sous son nom de code, Corbeau. En vain, personne ne sait où il est. Pendant que Mobutu cherche désespérément Nzimbi à Kinshasa, le scénario écrit dans cette liste des traîtres se réalise. Dans la nuit du 16 au 17 mai au camp Tchatchi, le général Uezago, l'agent direct de Nzimbi, confronte Maélé. « Que viens-tu faire ici? Tu as trahi. » Il tire. Maélé est touché à la jambe, traîné hors de sa cachette. Un major de la DSP l'achève d'une balle dans la nuque. L'homme qui avait sauvé Kinshasa du pillage de la DSP en 1993 est exécuté par les hommes de cette même DSP, celle qui commandait son rival devenu fugitif. Le 17 mai, les commandos de la DSP envoyés au front contre les rebelles apprennent une nouvelle qui les rend furieux. Leur commandant Nzimbi a déjà fui à Brazzaville. Il les envoyait mourir pendant qu'ils s'enfuyaient. Leur conclusion est brutale et limpide, rapportée mot pour mot par un témoin direct. Ils ont décidé de venir prendre les maréchals en otage, car c'est lui qui a couvert tous les habits des Nzimbi en refusant de les limoger. Les cousins fugitifs retournent jusqu'aux propres troupes de Mobutu contre Mobutu. C'est dans ce chaos, au petit matin du 16 mai à Badolit, que Mobutu prononce la phrase qui ouvre cette vidéo. Un homme brisé.
dans une voiture en fuite qui découvre que les sangs ne protègent de rien. Après la chute, Nzimbi ne s'arrête pas. Il rejoint l'Afrique du Sud, où il complote avec des mercenaires pour renverser Kabila. Expulsé en 1998, il refait surface au pire endroit possible pour la mémoire congolaise, à Kigali, auprès des mêmes rebelles rwandais qui venaient de chasser son cousin du pouvoir. Selon les services des renseignements de l'époque, lui et Baramoto auraient contribué à railler des dizaines de milliers de soldats zaïrois désenchantés à cause de cette rébellion. L'homme qui devait protéger Mobutu a fini par servir ceux qui l'ont détruit. Et à la fin, aucune cellule de prison, aucun procès, aucune reddition des comptes pour 20 ans d'abus documentés par les Nations Unies elles-mêmes. Le 28 septembre 2005, après 6 mois d'hospitalisation, Étienne Nzimbi s'éteint paisiblement dans un hôpital à Bruxelles. Cause des décès, selon son ancien compagnon d'armes, une maladie naturelle, une mort tranquille. En Europe, pour un homme qui avait positionné des missiles sur la trajectoire de vol de son propre sang, l'histoire de Nzimbi, c'est l'histoire d'un homme qui a confondu protection et possession. C'est l'histoire d'un pouvoir qui dévore même ceux qui les servent par les sangs. C'est l'histoire de ce que devient la loyauté quand elle n'a plus rien à protéger. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes.